Nous aimerions tout d'abord reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, ou Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Bonjour et bienvenue à notre podcast pour la prescription pour la sécurisation. Aujourd'hui, nous aborderons les services de santé non assurés pour les Premières Nations. Nous sommes Gabriel Boutin et Mani Mathieu Cordelouis, tous deux étudiants en pharmacie à l'Université de Montréal en première année. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Verret. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde, mon nom est bonjour, mon nom est Isabelle Verrette, je travaille à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador depuis presque 20 ans. La Commission se veut un organisme Premières Nations en soutien à toutes les communautés autochtones du Québec en matière de santé et de services sociaux. Donc, mon poste, je suis conseillère là, à l'accès aux services à la commission depuis quelques années maintenant. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on discute de ce merveilleux programme DSSNA. Alors, merci pour l'invitation. Donc, premièrement, c'est sûr qu'on aimerait ça que vous nous présentiez dans la mesure du possible le programme des services de santé non assurés, puis peut-être ses principales différences avec le régime d'assurance maladie du Québec. Bien sûr. Donc, le programme des services de santé non assurés est un programme fédéral qui est administré et qui est géré par le Service aux Autochtones Canada. Le programme, en tant que tel, offre une gamme limitée de services qui sont complémentaires à l'offre de services de la province. Donc, les Premières Nations sont invitées d'abord à utiliser les programmes de santé déjà offerts par le service, par le régime provincial et ensuite d'utiliser le programme SSNA en complément. Donc, pour que tout le monde soit sur la même page, évidemment, tous les Premières Nations ont une carte soleil, donc une carte qui leur donne accès aux services de santé dans les hôpitaux, dans les centres de réadaptation, dans les CLSC, etc. Et ils ont aussi une carte de bande, donc une carte de statut indien selon la loi sur les Indiens, et avec un numéro de statut à 10 chiffres qui leur donne accès au programme SSNA. Donc, il y a une petite complémentarité ici entre les deux et ça cause parfois des zones grises et des barrières d'accès, mais ça, c'est tout un autre podcast qu'on pourra faire là-dessus. Donc, le programme SSNA, les services de santé non assurés, ça le dit, c'est les services qui ne sont pas assurés par la province. Donc, sont divisés en 6 volets, 6 bénéfices. On peut utiliser les deux langages. Donc, certains bénéfices sont administrés par ou gérés par des organisations à Ottawa, dont le médicament, la pharmacie et les services dentaires. Puis, on a aussi une autre portion du programme qui est administrée à Montréal, donc dans les bureaux de la Direction de la santé des Premières Nations. Donc, ça complexifie encore plus l'accès à ce programme. Donc, on va faire un petit overview, là, un petit survol de qu'est-ce qui est couvert par le programme. Donc, on a d'abord tous les soins dentaires. Donc, ça ici, on parle d'examen, on parle de détartrage, on parle de radiographie, pour les caries aussi, les obturations. Il y a aussi des soins un petit peu plus complexes comme les couronnes, les traitements de canal, tout ça. Ce sont des soins qui sont offerts avec différents processus, évidemment. La couverture est somme toute intéressante, mais encore une fois, c'est les processus qui sont difficiles. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, on a le bénéfice ou le volet soins de la vue. Donc, ça comporte les examens de façon une fois par 2 ans. Et puis, on a aussi un forfait, là, un montant d'argent pour des lunettes et des verres de contact. Ensuite, on a le volet équipement et fournitures médicales. Donc, ça, c'est tout ce qui touche là, les chaises roulantes, les cannes, l'aide à la mobilité. On parle ici aussi d'oxygénothérapie, de CPAP. On parle aussi de
d'aide à la posture, d'orthèse, de prothèse, tous les équipements, fournitures médicaux. Ensuite, on a aussi le bénéfice ou le volet transport médical. Donc, il y a une aide financière qui est offerte aux Premières Nations pour se rendre à leur rendez-vous médical. Quand on parle de transport, on parle d'hébergement et de repas. La possibilité aussi d'avoir un accompagnateur. Ensuite, on a le volet counseling en santé mentale. Donc, le programme offre 22 sessions de counseling santé mentale avec un psychologue ou un travailleur social. Donc, ça, c'est un autre volet. Et le dernier, c'est la pharmacie, en fait. Donc, tout ce qui offre la liste des médicaments là, du programme. Donc, l'offre de services en général du programme est somme toute bonne, est bien spécifique, mais elle est quand même bien. C'est tous les processus là, qui sont vraiment plus difficiles pour le programme. Donc, les principales différences que je pourrais noter, d'abord, la mauvaise connaissance du programme. Ça, c'est qu'est-ce qui est couvert, puis comment y accéder, à quoi vous avez droit comme Première Nation. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment une classe à part, je dirais. Là. Les gens ne connaissent pas très bien, que ce soit les fournisseurs. Quand je parle de fournisseurs, je parle de dentistes, je parle de pharmaciens, mais je parle aussi de tous les gens de tous les magasins, par exemple, qui vendent des équipements spécialisés. Donc, ces fournisseurs-là ne sont pas tellement au courant de comment facturer ou comment accéder au programme. Les prescripteurs aussi, hein, les pharmaciens, les médecins, les ergos, tous ceux qui peuvent prescrire ne connaissent pas très bien. Puis, on a aussi la portion de toutes les Premières Nations en tant que telles, à quoi ils ont droit, quelle est leur couverture au niveau de la santé. Ça non plus, c'est très peu connu. Il y a bien des raisons pour ça, là, on pourra en reparler, mais en somme toute, là, la grosse différence, c'est la méconnaissance du programme. Ensuite, je pourrais dire que le processus d'accès est très laborieux. Plusieurs exceptions, il y a plusieurs demandes de préautorisation qui doivent être faites entre le fournisseur et le programme. Il y a plusieurs allers-retours de formulaires, de justifications qui sont obligatoires. Encore certains bénéfices, comme le bénéfice de soins dentaires, par exemple, fonctionnent encore par fax et par la poste. C'est pas encore informatisé non plus comme programme. Donc, ça induit plusieurs allers-retours postaux. Et ça met une pression sur le fournisseur qui souvent manifeste un mécontentement et une lourdeur administrative qui est au-dessus de sa capacité là, d'administration. Donc, on observe de plus en plus là, un désengagement des fournisseurs et un manque de collaboration avec le programme, laissant ainsi là, les Premières Nations sans service ou être obligés de payer de leur poche et de se faire rembourser par la suite. Donc, ça, c'est vraiment une situation alarmante, surtout dans les régions éloignées, par exemple, où il y a peu de fournisseurs. Quand il y en a un ou deux qui refusent de collaborer, bien, ça laisse les Premières Nations dans un trou de service là, important. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est propre à SSNA, là, la lourdeur administrative là, du programme. Je pourrais aussi peut-être dire la différence, puis ce qui me saute aux yeux, puis ce qui va vous intéresser aussi, évidemment, c'est la liste des médicaments SSNA, qui est différente, qui est pas du tout la même là, que celle qui est utilisée là, par la majorité des gens, là, la liste de la RAMQ. Je voudrais pas entrer dans tous les détails là, politiques, là, pourquoi les Premières Nations sont exclues par la loi de la liste des médicaments. Là. Il y a des décisions politiques qui se sont prises là, vraiment il y a quelques années. Mais ce que je peux dire, c'est que la liste de la RAMQ, vous la connaissez bien, elle est généreuse, elle coûte très cher aux contribuables. Il y a aussi beaucoup de compagnies pharmaceutiques qui sont ici au Québec, qui ont leur siège social ici au Québec et qui ont un pouvoir de lobbying important. Donc, les dernières bombes pharmaceutiques sortent et sont rapidement inscrits sur la liste de la RAMQ, ce qui fait que ça fait une liste extrêmement longue et généreuse. Tandis que pour SSNA, pour le programme des services non assurés, a sa propre liste de médicaments qui, soit dit en passant, est une liste nationale, donc que la Première Nation vienne du Nouveau-Brunswick jusqu'à l'Alberta, c'est la même liste. Et pour mettre un médicament sur cette liste-là, c'est pas du tout le même processus que celle de la RAMQ, et c'est beaucoup plus long.
aussi pour qu'une bombe pharmaceutique, là, de dernière heure, se ramasse là, sur la liste. Donc, ce qui fait que la liste SSNA est beaucoup plus petite et elle ne tient pas compte non plus des réalités de chacune des régions. Donc, l'écart entre la liste de la RAMQ ici et la liste SSNA est quand même assez grande. Mais si nous étions, par exemple, en Alberta, bien, probablement que la liste de la province offerte par le réseau provincial est moins généreuse que celle du Québec. Donc, l'écart semble moins grand, donc moins de problèmes d'accès. J'ai peut-être une petite question par rapport à Oui. la liste des médicaments. Oui. Vous avez dit que là, la liste des SSNA, elle est plus courte, puis elle tient pas compte des disparités, dans le fond, au Canada. Est-ce que ça, dans le fond, si je comprends bien, ça peut causer un désavantage, ça? Mais tout à fait, tout à fait. La liste des SSNA, elle se retrouve sur Internet. C'est possible de la voir sur Internet. Quand vous allez sur Internet, vous pouvez chercher dans Google liste médicaments SSNA ou médicaments SSNA. Vous allez avoir le PDF qui est mis à jour à peu près 3 fois par année. Donc, sur cette liste-là, les médicaments sont classés dans le programme par catégorie. Bon, moi, je les ai catégorisés en 5. Mais si on parle aux officiels du programme, ils vont vous dire qu'il y a comme 3 catégories. Mais je le sais qu'il y en a plus que ça. Alors, voici comment ils sont classés. Ça peut vous donner une idée aussi parce que le classement de ces médicaments-là vont définir l'accès et la façon d'accéder aux médicaments. Donc, d'abord, la catégorie numéro 1 dont je voudrais vous parler, qu'on retrouve sur la liste sur Internet. Donc, ce sont les médicaments qui sont couverts d'emblée, sans restriction, sans critères. Donc, on retrouve aussi dans cette liste, dans cette catégorie-là, tous les médicaments en vente libre. Et ça aussi, c'est une autre différence, c'est que les médicaments en vente libre, comme l'acétaminophène, le Gravol, ce sont des médicaments qui sont couverts sur la liste SSNA. Et ça, c'est une grosse différence. OK? Donc, vous allez trouver la catégorie numéro 1 sur la liste sur Internet, tout va bien. La catégorie numéro 2, avec usage restreint, elle aussi, elle est disponible sur la liste. Vous allez la voir sur la liste Internet. Et la façon de la différencier, c'est qu'à côté du médicament, le médicament est encadré par une zone grise. Et dans cette zone grise-là, vous avez les critères pour accéder à ce médicament d'exception, de restriction. Donc, ces 2 catégories-là, c'est facile, on les retrouve sur Internet, donc toujours possible pour le professionnel, le prescripteur ou le pharmacien de s'y retrouver. La 3e catégorie, et ça, c'est la plus importante, c'est les médicaments d'exception. Elle aussi, c'est une différence avec la RAMQ, c'est que vous avez un patient d'exception, mais ici, SSNA, c'est un médicament d'exception. Alors, chacun des médicaments, tout ce qui n'est pas sur la liste qui est sur Internet, se retrouve presque toujours comme un médicament d'exception. Et ça vient avec un formulaire exclusif, un formulaire particulier pour chacun des médicaments, avec des critères bien particuliers pour chacun de ces médicaments-là. Donc, tout à l'heure, je vais parler un peu du processus d'accès, donc comment une prescription se rend du patient du médecin jusqu'à la main du patient. Et les médicaments d'exception, ce qui arrive, c'est qu'il y a un formulaire qui doit être envoyé pour chacun des médicaments, ce qui complexifie beaucoup le processus. La catégorie numéro 4, c'est des catégories qui sont non couvertes, donc que le pharmacien, même s'il essaie de rentrer le DIN et tout ça, ça va être écrit là, que c'est pas du tout couvert. Il y a des possibilités, il y a un processus à part qui s'appelle un processus d'appel spécifiquement pour ces médicaments-là. Ils ne sont pas écrits nulle part, c'est pas possible de les trouver, donc c'est encore à tâtons et par essai ou par contacter le programme, en contactant le programme qu'on peut le savoir. Donc, encore une fois, c'est nébuleux, c'est mal connu, c'est mal défini. Puis ensuite, on a la catégorie des exclusions, là, ça, c'est simple, là, c'est par exemple, là, l'Imovan est là-dedans, mais aussi tous les agents anti-obésité et plusieurs vaccins. Donc, simplement, je voulais voir avec vous rapidement qu'est-ce que c'est le parcours d'une prescription pour les allochtones ou en lien avec la RAMQ. Donc, le patient se rend chez son médecin. C'est le médecin qui initie la demande du patient d'exception et qui envoie le formulaire qui est unique, un formulaire unique de patient d'exception à la RAMQ. Ensuite, par le temps que le patient se rende à la pharmacie, les processus, les autorisations sont données et le patient peut partir avec sa prescription, ce qui est somme toute simple.
La différence avec le programme SSNA, c'est que le patient doit se rendre chez le médecin. Le médecin prescrit, le patient se rend à la pharmacie avec la prescription et c'est le pharmacien qui doit initier la demande de médicaments d'exception. Et là, ça met complètement le médecin à l'extérieur du processus, ce qui fait que la réponse qui vient avec le médicament d'exception, le médecin n'est pas au courant si le médicament a été accepté ou non. Et il peut y avoir un bris là, de service, là, on en parlera juste après là, la présentation. Donc, lorsque la pharmacie entre un médicament d'exception, elle doit contacter l'organisme qui s'occupe de la préautorisation de ces médicaments d'exception-là, et ça s'appelle le centre d'exception des médicaments, et il se situe à Ottawa. Donc, le pharmacien doit contacter le centre d'exception et dire « J'ai un médicament d'exception, pouvez-vous entamer une demande d'autorisation? » Ensuite, le centre d'exception des médicaments envoie un formulaire unique en lien avec la demande au médecin prescripteur. Le médecin prescripteur doit justifier le traitement selon des critères qui ne sont pas connus et disponibles nulle part, en passant. Ensuite, le médecin doit retourner le formulaire au centre d'exception des médicaments. Le centre d'exception des médicaments revise la demande pour voir si le patient se qualifie, si le médicament répond bien aux critères du programme. Il y a une analyse qui est faite et ensuite 2 choix. Si le médicament est autorisé, le patient obtient son médicament sans frais et peut quitter la pharmacie. Et si le programme refuse, donc s'il n'est pas autorisé, il y a 3 options qui peuvent s'offrir au patient. D'abord, il doit faire changer la prescription. Et là, c'est soit que le patient retourne chez le médecin ou le pharmacien peut aussi faire la démarche, mais ce n'est pas tous les pharmaciens qui le font. Donc, le patient doit retourner faire changer la prescription. Vous savez que dans les communautés autochtones, les médecins, ça ne court pas les rues. Ils viennent parfois 1 fois par mois, parfois 1 fois ou 2 mois. Parfois, les patients doivent faire de longues distances pour aller rencontrer un médecin. Donc, ce n'est pas jojo là, de faire changer la prescription. L'autre option qui se présente à eux, c'est payer pour la prescription. Donc, sans tomber dans les stéréotypes, tout ça, je ne vous cacherai pas que chez les Premières Nations, la condition socio-économique là, ne permet pas nécessairement beaucoup aux Premières Nations de payer pour leurs médicaments. Donc, souvent, ils vont juste pas prendre le médicament, pas prendre le traitement et quitter. Puis, la troisième option qui s'offre à eux, c'est de démarrer un processus d'appel. Donc, ça, c'est tout un processus à part qui nécessite une justification du médecin, une lettre du patient. Là, il faut garder en tête que pour effectuer le processus d'appel, ben d'abord, il faut le savoir. 2, il faut être à l'aise à défendre nos droits. 3, il faut aussi bien parler la langue et savoir s'exprimer par écrit. Tout ça n'est pas adapté à la réalité des Premières Nations. Donc, c'est vraiment très différent, là, en fait, d'accès pour la liste des médicaments. C'est ce qui vraiment diffère des deux. L'implication du médecin aussi, c'est difficile parce que là, je vous rappelle que si le patient, ce n'est pas couvert par le programme, il quitte sans prendre sa médication. Il n'y a personne, si le pharmacien n'avise pas le médecin, le médecin ne sait pas là, que le patient n'a pas commencé ou ne continue pas son traitement. Donc, il y a des trous ici et là. Et comme vous avez vu, il y a plusieurs étapes avant de faire préautoriser ou autoriser un médicament. Donc, il peut arriver plusieurs bris, plusieurs problèmes de communication. Par exemple, le numéro de fax pour l'envoi du formulaire n'est pas bon. Le médecin est en vacances 2 semaines. Le médecin n'est plus à l'urgence, il est dans sa clinique privée. Le fax arrive à l'urgence. Il y a plusieurs, comme ça, problèmes qui peuvent survenir et induire des délais ou simplement là, empêcher le patient d'avoir accès à son médicament. Vous me demandiez si les professionnels étaient bien informés par rapport au SSNA ou par rapport à la pharmacie. Écoutez, c'est NON, non, hein, c'est clair. Par contre, il y a beaucoup de travail qui se passe en ce moment. Là. On est comme dans un momentum, là, ça bouge beaucoup et on intervient sur plusieurs axes à la fois pour rectifier la situation. D'abord, on collabore avec les universités. Okay? Donc, il y a plusieurs facultés qui ont contacté les organisations de Premières Nations comme la mienne, mais aussi les communautés
pour inclure des informations en lien avec le programme de santé et la réalité des Premières Nations dans leur cursus ou dans leur curriculum. OK? D'abord, la faculté de médecine, c'est un des premiers programmes qu'on a mis en place il y a à peu près 10 ans qui favorise l'entrée des Premières Nations dans la faculté de médecine et qui a aussi des formations à l'intérieur de son cursus sur les SSNA et la réalité Premières Nations. Il y a plusieurs autres facultés qui ont démontré leur intérêt, dont l'ergothérapie, la physio, le nursing, tout ça, ça s'en vient aussi. Donc, on est en train de corriger le tir là, directement avec les professionnels là, au niveau de leur formation. On touche aussi aux ordres professionnels, donc on essaie de travailler avec eux et les sensibiliser au niveau de la réalité Première Nation, du programme, etc. On travaille aussi avec le programme en tant que tel, comme Première Nation. Donc, on travaille avec le gouvernement fédéral pour améliorer tous ces processus-là, les simplifier, augmenter l'accès. On travaille aussi avec le programme et les fournisseurs parce que c'est le programme qui est responsable de donner l'information aux fournisseurs, donc leur donner que ce soit des bulletins d'information, des lettres, des choses pour les informer sur les processus. Donc, ça aussi, on s'en occupe. Puis, évidemment, on tente de faire des outils pour la clientèle. Donc, pour les Premières Nations eux-mêmes, pour qu'ils soient au courant de comment ça fonctionne, quels sont leurs droits et leurs recours pour accéder à ce programme-là. Tout bénéfice confondu, bien évidemment, là, je ne parle pas juste de la pharmacie ici. Le quatrième point que je voudrais apporter aussi, c'est qu'en ce moment, avec la malheureuse histoire de Joyce Echaquan, il y a de cela quelques mois, le Québec, donc le ministère de la Santé, a déployé un plan de sécurité culturelle à travers ces organismes et ces établissements. Donc, tous les CIUS et les CIUST de la province ont déposé des projets en sécurisation culturelle et qui ont pour but d'augmenter la connaissance, évidemment, et la collaboration avec les Premières Nations dans le système de santé et en augmentant la connaissance des intervenants du réseau, bien évidemment, on augmente l'accès et on augmente la facilité, la connaissance de comprendre c'est quoi la réalité, puis qu'est-ce qu'il faut être alerte, puis de savoir que les Premières Nations ont un système différent et parallèle aux autres. Fait que tout ça, on joue sur tous ces axes, tous ces points-là à la fois. Donc, il y a beaucoup de travail qui est en ce moment, mais on a beaucoup de temps à rattraper. Donc, c'est pour ça que là, on est dans le rattrapage. Mais je pense que ça l'augure bien là, pour le futur. C'est vrai que dans notre cours, on a exploré très largement le sujet de la RAMQ, mais on a passé très brièvement à travers les SSNA. Il y a eu presque qu'une mention en classe dans un cours de droit qu'on avait eu. Mais là encore, on est sorti de ce cours-là en sachant très peu sur le sujet. Déjà, ce que vous nous avez dit à l'instant, ça nous a beaucoup aidé à en apprendre plus. Et comme vous avez mentionné, j'imagine que ça se reflète très bien dans le système de santé que les professionnels ne sont pas assez formés pour faire face à ça encore. Donc, c'est bien définitivement d'en apprendre plus lorsqu'on est au niveau de l'ordre. Mais moi, notre projet, ça serait éventuellement d'informer encore plus les étudiants encore. Comme ça, quand ils arrivent au niveau de leur ordre professionnel, ils seront là pour aider les autres aussi qui en connaissent moins sur le sujet. Donc, tout à fait, c'est bien. Oui, puis j'aimerais juste rajouter en plus que, tu sais, avec les diagrammes que vous nous avez montrés, on a vu qu'avec les SSNA, ben, le pharmacien est super impliqué dans les démarches. Tellement. C'est flagrant que nous, on n'a pas les connaissances là, pour. On sait comment gérer la RAMQ, mais pas les SSNA. Donc, voilà. C'est sûr que nous, un de nos objectifs, ben, ça serait d'implémenter, tu sais, au moins le minimum, là, un cours sur les SSNA dans le programme de pharmacie. Donc, pensez-vous que cela se reflète dans le système de santé? Écoutez, la méconnaissance du programme, effectivement, ça a vraiment des effets dans le programme de santé, dans la santé des Premières Nations en général. Écoutez, quand les professionnels connaissent mal le programme, ils prescrivent mal. Et je parle des médecins, par exemple. Mais à votre niveau, vous, en tant que pharmacien, si vous ne connaissez pas bien le processus d'exception, d'usage restreint, la liste, etc., bien, vous ne faites pas les bonnes démarches non plus pour donner l'accès aux médicaments du patient. Donc, ça induit des délais et ça peut aussi
ça peut aussi dire que le patient ne débutera pas son traitement, ne le poursuit ou ne le poursuivra pas. Donc, c'est un enjeu majeur lorsqu'on ne connaît pas bien le service. Tu sais, il y a des pharmaciens qui ont une grosse population de Premières Nations, ils s'habituent rapidement. Mais lorsqu'on commence une pratique ou dans un milieu un peu plus éloigné et qu'on a très peu de Premières Nations dans notre clientèle, ben des fois, on se donne pas toujours la peine ou on le sait pas ou autre raison. Donc, si on ne suit pas bien, c'est la clientèle qui paye à la fin aussi. Là. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que lorsqu'on est une Première Nation, on a une liste de médicaments à part et toutes des listes aussi de médicaments, pas de médicaments, mais de services à part aussi. L'autre chose que je trouve que c'est super important de mentionner, c'est que la méconnaissance du programme, ça contribue à l'insécurité des Premières Nations et à leur manque de confiance dans le système de santé. Tu sais, c'est pas, on se cachera pas qu'il y a un historique, là, un héritage de trauma intergénérationnel avec les Premières Nations et il y a beaucoup de méfiance avec le gouvernement et avec les programmes de santé. Donc, c'est sûr que si on dit aux Premières Nations, ben non, ça, c'est pas payé, ah, ben non, là, va voir ton médecin ou va voir ton conseil ou va, tu sais, on les repousse comme ça sans les accompagner ou à leur donner la bonne information, ben les autres, ils vont aussi perdre confiance, puis le lien entre le professionnel et la Première Nation est extrêmement importante et longue à bâtir. Et ça commence en connaissant à quoi elles ont droit et comment bien les accompagner. Tu sais, si on retourne 2 fois à notre médecin puis on se claque 5 heures de route pour aller changer une prescription puis que le pharmacien te dit « ben non, c'est pas couvert », ben c'est sûr que la Première Nation va l'écouter. C'est pas un réflexe normal d'aller fighter ou d'aller argumenter contre un professionnel de la santé. Ils vont juste faire comme « OK, c'est pas couvert, mais je m'en retourne chez nous puis tant pis, j'ai pas droit à ça, moi ». Alors que le professionnel, s'il avait fait son travail, s'il avait été au courant, s'il avait fait les procédures normales, ben peut-être que on n'en serait pas là et que la Première Nation aurait son médicament. Donc, ça. L'autre chose que je voulais partager, c'est que de plus en plus, les professionnels se détachent du programme. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux soins dentaires. Puis ça, c'est majeur à cause de la lourdeur administrative. Fait que quand on a déjà une sensibilité comme professionnel, qu'on sait que le programme peut être complexe parfois et peut exiger certaines justifications extra, ben au moins on a déjà une sensibilité, puis on comprend que c'est pas la faute du patient, puis on essaie de l'accompagner davantage. On a une petite sensibilité un petit peu plus. L'autre point que je veux aussi apporter, c'est que par la méconnaissance du programme, ça induit des bris de service. Ça induit des bris dans le continuum de service. Parce qu'il y a une méconnaissance de part et d'autre. Mais dans le système de santé, on ne connaît pas bien le programme, oui, et on ne connaît pas bien non plus les services offerts par la communauté. Parce que les communautés des Premières Nations ont des centres de santé qui offrent des services, que ce soit des services infirmiers, des services soins à domicile, des services de prévention, des préventions au niveau de première ligne, santé mentale, etc. Donc, je donne un exemple. Lors des congés d'hôpitaux, par exemple, quand on donne congé à une Première Nation de l'hôpital, bien, ce serait intéressant de s'assurer que la Première Nation, qu'il y a un processus en place pour libérer la Première Nation, qui c'est pas le même processus qu'un allochtone qui, lui, passe à la pharmacie puis tout est beau. Nous, les Premières Nations, il faut comprendre qu'il y a un délai de traitement avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau de la préautorisation, etc. Ça s'applique pour les médicaments, mais ça s'applique aussi pour les pansements, par exemple. Donc, si on donne un congé d'hôpital, il faudrait peut-être s'assurer que la prescription est faxée très rapidement au pharmacien pour pouvoir enclencher rapidement le processus d'autorisation, puis que le patient ait la prescription avant de retourner chez lui ou quand il retourne chez lui, que ça soit prêt. Parce qu'il peut y avoir 2-3 jours de voyage, là, dépendamment d'où la Première Nation vient. Et il faut s'assurer de ne pas libérer le patient de l'hôpital sans avoir une petite réserve pour se rendre jusqu'à la maison, que ce soit en médicaments ou en pansement. Parce que le pansement, c'est la même chose. Si on laisse aller la Première Nation sans pansement pour se rendre chez lui, il y a un délai encore de préautorisation pour certains pansements. Puis le patient peut se ramasser avec aucun service ou aucun pansement pendant quelques jours, le temps qu'il se rende dans sa communauté. Fait que c'est tout ce genre de processus-là qu'on doit amarrer ensemble, les deux,
le programme SSNA, mais aussi les services provinciaux. Donc, il y a aussi, ça a aussi un effet là-dessus de moins connaître les SSNA directement dans le système de santé. Donc, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs angles à aborder. Oui, c'est vraiment super intéressant. Tu sais, au final, on comprend que c'est des petites affaires qui peuvent avoir des gros impacts, là. Quelqu'un qui n'a pas un suivi dans son traitement. Tout à fait. On se demandait aussi, ben, selon peut-être vos connaissances ou vos expériences, est-ce qu'il y a certaines connotations à être assurées par le système de santé non assuré ou peut-être des préjugés qui pourraient être portés par les professionnels de la santé? Ben, évidemment, comme on a parlé là, précédemment, là, j'ai déjà entendu des clients qui disaient, ben quand je rentre à quelque part, moi ils disent, ah non, mon Dieu, une première nation, ça va être compliqué, ça va me prendre plein de temps, ça va me prendre, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, qui préfèrent se retirer directement puis de faire payer la Première Nation, alors que son droit c'est d'avoir accès, pas gratuitement, mais sans payer de sa poche. Donc, la croyance que j'entends souvent, c'est le conseil de banque va s'en occuper, va voir ton conseil de banque, puis il va payer pour ça. Alors que c'est faux. Les conseils de banque, ils font la gestion et ont une offre de services de santé, mais ils n'ont pas les budgets pour payer ce qui est couvert par un programme. Donc, tous les médicaments qui seraient pas couverts n'ont pas de budget pour ça. Et ils n'ont pas de budget non plus pour l'embauche de certains professionnels. Et ça aussi, il faut avoir ça à l'esprit. Ils n'ont pas de budget alloué pour, par exemple, l'embauche d'un ergothérapeute, d'un inhalothérapeute, etc. Donc, il faut vraiment compter sur la province pour fournir ce genre d'accès aux professionnels-là. Donc, le conseil de banque offre des services de prévention, exactement, oui, mais n'a pas le budget pour payer des équipements ou des médicaments, ou etc. Donc, ça aussi, c'est une autre croyance qu'on a, puis on entend aussi dans le système là, que souvent les gens vont dire, ben va voir ta communauté, ils vont t'aider. Il y a un programme en place, il faut l'utiliser. C'est comme ça que c'est monté. Là. C'est complémentaire. Donc, pouvez-vous nous dire en quoi les soins prodigués par un professionnel de la santé qui s'y connaît en fait dans le système des SSNA seraient différents ou mieux, par exemple, par rapport à un professionnel qui s'y connaît moins? Bien sûr. Un professionnel qui s'y connaît, ça va diminuer les délais et les délais d'attente, les délais d'accès. C'est super important. Quand on a un problème, quand on a de la douleur, on a mal, on veut notre médicament maintenant. Et c'est un droit qu'on a aussi. Donc, quand on connaît bien, comme professionnel, quoi faire, ben on le suit, puis tout est parfait. Tandis que si on ne sait pas trop comment, on sait pas trop. D'ailleurs, qu'on ne sait pas qu'il y a un programme, ben déjà là, juste de savoir qu'il y a un programme, on est déjà en avance. Là. Ça l'assure aussi aux patients qui commencent, qui débutent son traitement ou qu'il continue. On s'assure de ça parce que si le professionnel ne sait pas comment ça fonctionne, ben il va juste dire au patient payer puis c'est tout. Ben ça améliore la santé en général, ce qui est pas rien. Hein? Quand on suit et quand on connaît bien le programme, c'est super important. Ça augmente aussi la confiance du patient envers notre profession et envers notre travail. Et ça, c'est super important. Il y a plusieurs Premières Nations qui ont une relation difficile avec les professionnels, qui ont une méfiance. Donc, c'est important les Premières Nations vont dire, mon Dieu, je compte pour lui, il s'est intéressé à moi, il sait. Fait que déjà là, ça met un filet de confiance qui est très bien. Puis, ben, ça joue sur la sécurité culturelle. C'est en plein ça, la sécurité culturelle. Tu sais, de se renseigner sur les services de santé dans les communautés, mais aussi d'être au courant qu'il y a un programme SSNA, ben, ça fait partie de la sécurisation culturelle. Puis, c'est quelque chose qui... Puis, la sécurisation culturelle, en fait, c'est quoi? C'est la sécurisation culturelle, c'est que les Premières Nations se sentent en sécurité d'aller chercher des services dans le réseau, dans le système. Ils sont satisfaits, ils se sentent respectés. Donc, c'est ça la sécurisation culturelle. Puis en vous renseignant, comme vous le faites aujourd'hui, sur le programme SSNA et les droits des Premières Nations, ben vous agissez directement sur la sécurisation culturelle et vous augmentez la confiance que les Premières Nations ont envers vous et votre profession et vous contribuez à l'amélioration de la santé des communautés. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps et ce serait ma prescription.
Ce serait la prescription que je vous fais, c'est de garder en tête que les Premières Nations ont un programme qui est parallèle et que tout se trouve sur Internet. Et gardez juste ça en tête, puis on a déjà une belle longueur d'avance. Ben, c'est vraiment super, là. Ça veut dire que tous nos auditeurs ont entendu la prescription pour la sécurisation de Madame Isabelle Perret. Honnêtement, merci énormément d'avoir participé à notre balado. C'était super intéressant. Personnellement, ça m'a donné envie de me renseigner, d'aller consulter la liste des médicaments, les services qui sont assurés. C'est sûr qu'on comprend que ça a un impact majeur sur les soins de nos futurs patients. Donc, merci beaucoup. À nos auditeurs, ben, c'est sûr que je vous invite à aller consulter notre page Instagram, donc Prescription pour la sécurisation. Vous allez trouver le lien pour notre boîte à outils aussi. Puis, je vous invite à écouter nos derniers épisodes si ce n'est pas déjà fait et le prochain qui va sortir.